Bonjour. Ok, bon, on va peut-être démarrer. Donc l'idée c'est de parler de comparer GNU Linux et Android en tant que système embarqué. Alors c'est un sujet que j'avais traité, ça fait plusieurs années que c'est un sujet qui nous intéresse, qui m'intéresse à titre personnel et également à Smile ECS. Donc j'avais organisé déjà un meet-up, je crois que c'était à Nantes ou à Toulouse, sur le sujet, mais c'était plutôt orienté sur l'automotive. Là, on va parler de choses un peu plus générales. Ici, l'idée c'est de comparer. En fait, j'ai pris un certain nombre de critères, application domains, etc. Alors, j'ai fait des slides en anglais, je vais parler en français parce que c'est mieux pour la langue anglaise. Mais j'ai fait des slides en anglais parce que finalement c'est plus simple à écrire des slides techniques en anglais que des slides techniques en français. Donc bref, j'ai pris un certain nombre de critères dans lesquels je vais comparer Linux et Android. Et à la fin de chaque critère, j'aurai une conclusion, un slide de conclusion sur le domaine particulier. Okay. Donc déjà, pour me présenter, alors moi je suis donc directeur technique de Smile ECS. J'ai été le fondateur de OpenWide qui a été ensuite devenu Smile ECS, enfin OpenWide Ingénierie qui est devenu Smile ECS. En plus de ça, je suis prof, enseignant dans des écoles d'ingé à l'université. Et puis, je fais beaucoup de formations au sein de Smile ECS, que ce soit sur Yocto, Driver Linux, Linux temps réel, et puis Android. J'ai enseigné aussi, j'ai fait des formations sur Android. J'ai conçu une formation sur Android à OSP, donc Android embarqué, qui est toujours au catalogue de Smile. Puis également, j'ai écrit des livres, des livres blancs, des articles, toujours autour de l'open source et de Linux embarqué. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Donc ça, c'est le dernier bouquin que j'ai écrit il y a 2 ans, un peu plus. Ça, c'est le dernier hors-série Linux Mac qui est sorti. Moi, j'ai fait un truc sur le debug. Et puis ça, c'est le dernier livre blanc publié par Smile. Alors, je suis co-auteur, j'ai participé. Pas forcément pour la plus grosse partie, mais c'est un travail collectif. On pouvait télécharger ça assez facilement chez Smile. Alors, pourquoi se poser la question ? Pourquoi ? Parce que, en fait, Linux et Android, alors je vais dire Linux au lieu de GNU Linux, parce que c'est plus simple, même si normalement il faut dire GNU Linux. Il y a des fonctionnalités qui sont similaires, mais Android, contrairement à ce qu'on peut lire ou à ce qu'on peut entendre, ça n'est pas une distribution Linux. C'est quelque chose qui est totalement différent. Par contre, c'est basé également sur le noyau Linux, qui est un composant qui est relativement masqué par Android, enfin par Google, on va dire, puisque quand vous téléchargez les sources d'Android, on va en reparler de ce qu'on appelle AOSP, donc la partie open source d'Android, Android Open Source Project, vous n'avez pas le noyau, les sources du noyau dans AOSP. Il faut les télécharger à part. Et en général, on va vous fournir un binaire du noyau, un binaire statique qui va constituer le noyau Linux. Donc la partie noyau Linux chez Google, c'est pas vraiment ce qui les intéresse le plus. Un autre point intéressant, c'est que dans les 2 cas, vous avez des BSP qui sont disponibles chez la plupart des fabricants. Il y a même certains fabricants qui favorisent plutôt des BSP Android. Ça dépend du marché du fabricant. Des gens comme Qualcomm qui sont très sur les devices Android, ils ont plutôt des BSP Android qui sont favorisés par rapport au BSP Linux. À une certaine époque, d'ailleurs, je crois qu'il n'y avait pas de BSP Linux. En plus, Android au départ, c'était pas trop fait pour faire des devices à part de la téléphonie. Et ça a été introduit par Google à une certaine époque. On disait que Android allait tuer Linux embarqué. Bon, alors c'est pas tout à fait vrai, c'est même pas vrai du tout. C'est un bon remplacement de Linux pour certains marchés. Alors j'ai parlé de la télé la télévision numérique, parce qu'aujourd'hui, vous avez, y compris en France, pas mal de fabricants et de fournisseurs d'accès qui fournissent une télé sous Android, une Android TV. Bon, citons Free, par exemple. Je crois que les premiers, ça a été Bouygues Télécom, mais Free a sa petite box 4K, mini 4K, bon, qui chauffe un peu d'ailleurs, mais bon, qui est en fait, il y a une Android TV. Ça, c'est plutôt esthétique et assez facile à utiliser. Alors, c'est un point important. La facilité d'utilisation.
je pense que c'est un point important pour l'utilisation d'Android parce que comme tout le monde a un téléphone, et beaucoup ont des téléphones Android, ils vont retrouver sur les produits l'ergonomie qu'ils ont l'habitude d'utiliser sur les téléphones. Et ça, c'est important pour, disons, pour le vulgone pécom, hein, celui qui veut pas s'embêter, bah, il retrouve ce qu'il connaît, quoi. Alors, il y a aussi, et là, c'est pareil, c'est un marché mass market hein, dans l'automotive. Android Auto et Android Automotive OS. Alors, la différence, qu'Android Auto, c'est une application qui vous permet de répliquer, en gros, vos applis sur un écran dans la voiture. Et Automotive OS, c'est carrément un OS Android adapté et intégré à l'automobile. Donc souvent, on est plutôt Android Auto, hein, comme on a CarPlay. Hein. Donc Apple CarPlay, c'est l'équivalent de Android Auto. Souvent, dans les voitures, il y a les deux d'ailleurs. Et puis, dernier point, c'est que l'approche Android, à première vue, elle paraît plus simple. Et elle permet de gagner, a priori, plus d'argent. Pourquoi? Parce que y a le modèle des applications. Alors ça fait briller les yeux de pas mal de gens. Hein, vous faites des applications et puis vous pouvez associer cette application à un produit ou alors vendre l'application carrément, qui est relativement simple à développer ou à faire développer. Il y a beaucoup de gens qui développent des applis sur des specs. Et il y a un outil qui s'appelle Android Studio. On va reparler dans la partie outils de développement qui est vraiment très très... Bon, c'est complexe, hein. Mais pour des gens qui sont habitués à développer des IHM, c'est extrêmement bien foutu, quoi. Puis il y a évidemment l'App Store, le Google Play qui est connu. Alors premier critère, c'est les domaines d'application. Déjà Linux, c'est un OS multi-usage. Hein. Vous en trouvez sur le desktop. En premier, on les a trouvés sur le serveur. J'aurais dû d'ailleurs inverser les deux. Et puis c'est un système embarqué avec une empreinte mémoire qui est relativement faible. Alors on n'est pas sur les empreintes mémoire des RTOS classiques, mais pour donner un exemple, une distribution standard Linux, ça va utiliser plusieurs gigaoctets, mais on peut faire une image Yocto, la plus petite possible, avec seulement 7 mégaoctets. Donc c'est quand même pas mal. Sur le mode texte, souvent on va utiliser Linux en mode texte. Il n'y a absolument aucune obligation d'utiliser une interface graphique avec Linux. Alors pour certaines applis, quand c'est des boîtes noires, ça pose aucun problème. Et par contre, on doit ajouter des composants. Et c'est pas toujours simple pour ajouter une interface graphique. Alors je parle de X11, mais qui est un peu moins utilisé de nos jours. Il y a Wayland, il y a Qt, avec parfois des problèmes de licence. Et puis aussi, dernier point, qui est lié à tout le marché des RTOS, c'est le support d'extension temps réel du noyau comme PreemptRT ou Xenomide, qui sont les deux principales. Alors par contre, Android, il est carrément focus sur le multimédia. Bon, il a été créé pour ça, hein, une tablette ou un smartphone, c'est du multimédia. Vous êtes obligé d'utiliser l'interface graphique. Alors, il y a des projets qui n'utilisent pas l'interface graphique, mais parce qu'ils utilisent certaines fonctionnalités d'Android qui sont plus simples à appréhender dans Android que dans Linux. Par exemple, pour faire une gateway Wi-Fi ou des choses comme ça. Mais normalement, enfin, dans tous les cas, l'interface est active. C'est fait pour des CPU puissants, multicœurs. Ça occupe une empreinte mémoire assez faible. J'ai mis 1 giga, c'est pas 16 gigas, c'est beaucoup plus que ça. C'est 16 gigas de flash, pardon. Je pense que j'ai oublié le 6. C'est pas grave, je le corrigerai plus tard. Et si vous construisez une image OSP avec un émulateur, au minimum, l'image système, c'est 2 gigas. Donc, vous voyez, si vous comparez 7 mégas pour une image minimale avec Yocto et 2 gigas, c'est pas tout à fait la même chose. Mais disons qu'il y a beaucoup plus de choses dans une image Android. Et puis, il y a d'autres raisons. Et puis, on peut considérer qu'aujourd'hui, un Android récent, il faut 4 Go de RAM pour que ça tourne. Alors, vous avez des versions d'Android, ce qu'on appelle Android Go, qui sont faites pour fonctionner avec des téléphones et des devices qui ont 2 Go, mais bon, c'est un peu particulier. Et comme je vous l'ai dit, au niveau des domaines d'application, il y a une utilisation assez récente pour l'automobile et les set-top box. Et quelques devices industriels, mais c'est surtout automobile et set-top box à ce jour. Donc en conclusion, pour les domaines d'application,
Si vous voulez faire, je le répéterai d'ailleurs, si vous voulez faire un système graphique avancé et relativement simple à fabriquer au niveau système graphique, basé sur une application, ben, il vaut mieux choisir Android. C'est vraiment fait pour ça. Par contre, si vous voulez faire du RTOS ou équivalent au RTOS, RTOS-like, il vaut mieux utiliser Linux. Et si vous voulez faire du mode texte, c'est simple, Android ne peut pas fonctionner en mode texte. Alors il y a un shell dans Android, c'est clair, mais c'est pas fait pour ça, c'est pas trop fait pour ça. Deuxième point, c'est l'architecture. Alors ici, vous avez une big picture avec à gauche l'architecture Linux, bon, que la plupart d'entre vous connaissent. Donc les applications, user space, avec les bibliothèques, les démons, les shells, les outils, etc. Et puis le kernel space avec le noyau Linux et puis des drivers et ses modules. Alors on a une architecture qui est assez similaire avec Android à droite. La seule différence, c'est que les applications dans Android, elles sont quasiment toujours écrites en Java ou en Kotlin. Il y a une petite couche qui est écrite en C ou en C++, mais c'est une couche système. C'est très rare d'avoir des applications écrites en C ou en C++. Il y a toute une gestion de manager qui permet de sécuriser le fonctionnement, on en reparlera. Et surtout, il y a une couche qu'on voit bien en rouge, qui s'appelle la HAL, qui permet d'isoler, en gros, isoler la partie user space de la partie kernel. Alors, à quoi ça peut servir? Ça a deux utilités. C'est la possibilité de fabriquer des drivers user space, entre guillemets, donc s'affranchir de pas mal de problèmes de licence. Et c'est aussi la possibilité de pouvoir, aux fabricants de devices de pouvoir fournir une couche dépendante de leur device sans pour cela changer la couche supérieure qui est indépendante du hardware et qui est fournie par Google. Alors on appelle ça le projet Treble. J'en ai pas parlé dans les slides parce que c'est un peu trop technique et un peu trop avancé pour le sujet. Mais il y a deux optiques dans cette histoire de séparation. C'est, comme je vous le dis, les problèmes de licence et puis les problèmes de multi-device. Alors, un petit focus sur cette histoire de HAL. Ça, c'est un schéma que tout le monde connaît, qui traîne un peu partout sur Internet, des couches Android. Alors, vous avez la partie Android Framework, qui est en bleu, écrite en Java. La partie indépendante, donc Device Independent Driver. Alors, j'ai mis driver entre guillemets, parce que c'est des bibliothèques partagées, on le voit, c'est libbled runtime.so, par exemple. Alors là, vous avez une partie driver pour une bibliothèque liée à l'utilisation de LED. Vous avez la partie Java qui est écrite dans le framework, un service associé, la fameuse bibliothèque, et puis la partie hardware abstraction layer qui est dépendante de l'implémentation, donc dépendante du constructeur. Alors là, vous avez un LED.default.so, c'est une bibliothèque, c'est toujours du user space, mais c'est la version par défaut. En général, le default, c'est ce qui est fourni pour l'émulateur. Et puis, vous aurez, si vous prenez un Pixel 3, un Samsung ou je ne sais pas quoi, dans un directory qui s'appelle Device d'ailleurs, vous aurez les versions .so pour chaque constructeur. Voilà. Et puis en dessous, vous avez le noyau Linux. Mais le noyau Linux, en général, dans le cas d'Android, il est utilisé pour des services extrêmement basiques. Et l'intelligence, en fait, elle est plus dans cette partie que vous voyez, donc la partie rouge et la partie verte. En fait, la partie verte définit l'API, la partie rouge définit l'implémentation. Voilà, ce HAL. Alors, au niveau architecture, il y a quand même des différences notables, à cause de cette HAL qui n'existe pas dans Linux. Il y a un autre sujet aussi, c'est que depuis Linux, quand vous faites un programme C en Linux, vous faites directement un appel vers le kernel. On appelle ça un appel système. Ça, c'est pas possible avec Android parce que, comme les applis sont en Java, vous êtes obligé de passer par des couches intermédiaires. C'est un autre sujet. Donc Android, il est fait pour utiliser des drivers user space, qui souvent sont propriétaires d'ailleurs, parce qu'on vous parle d'Android open source, mais il y a beaucoup de choses qui sont propriétaires, j'en parlerai plus tard. Et dans la plupart des cas, le noyau Linux fourni dans Android, il est statique, et c'est même pire que ça, souvent, suivant les versions, il n'y a même pas le support des modules, c'est-à-dire que vous ne pouvez même pas ajouter de modules. Donc, quand on veut développer des drivers dynamiques
sous Android, il faut recompiler le noyau et ajouter le support du module. Alors, corollaire de ça, il y a très très peu de développement kernel dans le projet Android. On peut, la plupart du temps, développer pas mal de choses, y compris des modifications système en restant dans le user space. Alors, un sujet important, évidemment, donc Benjamin Jean en a parlé beaucoup mieux que moi, puisque c'est sa spécialité dans une conférence entre midi et midi 30, c'est tout ce qui est licence. Alors, évidemment, c'est fondamental pour les projets industriels, et on le sait que Linux, il va utiliser, enfin, Linux utilise pas mal de licences. En user space, vous allez trouver de la GPL, de la LGPL, de la licence BSD, des licences propriétaires, etc. Android, principalement dans le user space, pour tout ce qui est framework, il va utiliser une licence Apache 2. Et la grosse différence entre la licence Apache et la licence GPL, c'est que dans la GPL, il y a la notion de copyleft dont on va reparler. Alors que dans la licence Apache, qui est dérivée de BSD, il n'y a pas cette contrainte. Bien entendu, Android utilise des composants externes. Donc pour cela, il y en a pas mal de composants externes. Pour cela, il va être obligé de se plier à la licence du fabricant du composant. Mais si possible, Android va ne pas utiliser des composants sous GPL parce que c'est un peu contraire à leur... ils n'aiment pas trop ça, quoi, en gros. Bon, par exemple, un exemple simple, c'est que 95%, voire plus, des distributions Linux embarquées utilisent un outil qui s'appelle BusyBox, qui permet de fournir un shell simplifié, des commandes, etc. Tout le monde utilise, tous ceux qui font du Linux embarqué connaissent BusyBox. Dans Android, vous n'avez pas BusyBox. Vous avez un outil qui s'appelle Toybox. Pourquoi? Parce que Toybox, il est sous licence BSD. Et Android, Google n'a pas voulu intégrer BusyBox. Alors on peut le recompiler, l'installer, pas de problème, mais c'est pas fourni. Et évidemment, dans les deux cas, que ce soit Android ou Linux, par la force des choses, ils utilisent la GPL en kernel space. Mais comme je vous ai dit, comme il y a assez peu de développement en kernel space dans Android, il y a assez peu de problèmes par rapport à ça. Et l'architecture d'Android, en partie, elle est déduite des problèmes de licence et en particulier la présence de la HL. Dans le cas de Linux, on peut avoir pas mal de sujets sur les problèmes de licence GPL, LGPL, en particulier avec cette nouvelle licence LGPL v3, dont Benjamin a parlé rapidement tout à l'heure. Je vais en parler un petit peu plus, peut-être tout à l'heure. Je ne sais pas si j'en parle un petit peu plus, en fait, parce que si j'en parle, je crois que j'en parle un peu tout à l'heure. Donc, en conclusion, si vous voulez éviter la majorité des problèmes de licence, c'est vrai qu'un choix Android n'est pas mauvais parce que Android a été conçu pour ça. Vous savez, les fabricants de téléphones, tout le monde de la téléphonie, le monde de l'automobile, ils ne sont pas super fans de l'open source. Donc, s'ils utilisent Android, il y a Android Auto, Android Automotive, c'est parce que les problèmes de licence sont largement inférieurs qu'avec Linux, par rapport à Linux, en fait. Ok. Un autre sujet très important, c'est la sécurité. Aujourd'hui, c'est un sujet majeur. Tout le monde en parle. Il y a pas mal de comptes d'ailleurs durant cette journée sur le sujet. Pourquoi? Parce que la sécurité, les problèmes de sécurité apparaissent peu à peu au fur et à mesure que les devices sont connectés. Donc avec l'IoT, forcément, quand l'automobile n'était pas connectée, on ne risquait pas d'en prendre le contrôle. Une 2 chevaux, pour prendre le contrôle d'une 2 chevaux à distance, c'était assez compliqué. Là, aujourd'hui, sachant que vous avez 50 millions de lignes de code dans un véhicule, et voire plus, il peut toujours y avoir des problèmes et donc des failles de sécurité. Donc, c'est extrêmement important. Il y a énormément, dans l'écosystème de Linux, vous avez énormément, alors Linux au sens du kernel et du Linux au sens du monde du Linux, il y a beaucoup de projets autour de la sécurité. Ce sont des projets majeurs. J'en cite quelques-uns, SE Linux, SMAC, DMVerity. DMVerity, c'est fait pour vérifier l'intégrité des blocs, c'est-à-dire la possibilité de vérifier qu'on n'a pas modifié le binaire de la flash a posteriori.
Et ces fonctionnalités, non seulement elles sont utilisées par Android, je ne pense pas qu'Android ait inventé grand-chose au niveau des frameworks de sécurité, mais elles sont obligatoires. C'est-à-dire qu'Android, systématiquement, par défaut, utilise SE Linux. Alors, on peut le désactiver dans une version engineering, mais si vous avez un téléphone Android, à partir de la version 5, je crois, ou quelque chose comme ça, je crois que c'est la version 5, il y a forcément SE Linux. Alors que dans Linux, si vous construisez une image Yocto, bah, vous n'aurez pas SE Linux. Vous l'aurez si vous l'ajoutez. Pareil pour SMAC, vous l'aurez si vous l'ajoutez. Android utilise également des MVerity. Android utilise obligatoirement un boot sécurisé, hein, avec AVB, qui est similaire au boot sécurisé qu'on peut utiliser avec des images Linux, mais il n'y a pas d'obligation dans Linux à l'utilisation de composants de sécurité. Cette obligation existe dans Android. En particulier, si vous voulez certifier votre device Android, on va en reparler, bah là, il est évident que toutes les options de sécurité doivent être activées. Déjà, il y a aussi le fait que, alors on ne va pas rentrer dans les détails, c'est qu'une application Android, une application Java, elle tourne dans un sandbox. Elle a très très peu de droits, il n'y a pas de notion, si ça existe, mais c'est rarissime. Enfin, on va dire qu'une application Java Android, elle ne peut jamais tourner en route. Vous pouvez avoir ce qu'on appelle des démons écrits en C qui vont tourner en route, c'est quand même assez rare. Ça arrive, hein, mais c'est rare. C'est des démons système. On ne fera pas une application Java qui va tourner en route. Alors que, honnêtement, sous Linux, ça arrive. Hein. Yocto, par défaut, il vous fournit un utilisateur root. Quand vous construisez l'image, vous pouvez très bien lancer votre application en route. On va faire une appli et la faire tourner en route. Beaucoup de gens le font. Je n'ai pas dit que c'était bien, mais ils le font. Bon, et puis évidemment, mais ça peut être, c'est le cas également dans Linux, hein, les packages, donc les packages APK qui correspondent aux applications Java, ils sont signés, bien entendu. Et toute la procédure de mise à jour est complexe, sécurisée, etc. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas si on peut citer de gros problèmes de sécurité par rapport au nombre de devices Android qui sont en circulation. Il y a assez peu de, on a rarement entendu parler d'attaques massives sur des devices Android. Alors, un petit focus sur SE Linux. C'est assez compliqué, SE Linux. J'ai juste copié quelques éléments de la formation dans un slide hein, pour vous montrer la complexité du truc et donc le fait que c'est quand même assez évolué. Donc, chaque process et chaque objet un label est identifié avec un contexte de sécurité. Tous les fichiers, en fait, ils appartiennent à un domaine SE Linux. Et quand vous voulez passer d'un domaine à un autre, tous les exécutables aussi appartiennent à un domaine SE Linux. Et il faut définir des règles de sécurité pour passer d'un domaine à un autre. Alors, par exemple, j'ai donné un exemple simple, c'est un TP que je fais pendant la formation. Alors, je ne fais pas comme chez Android, je fais un développement kernel space, je crée un driver et puis avec un device. Donc, /dev/temper0, un espèce de capteur de température. Mais par défaut, contrairement à ce qui se passe avec Linux, si j'ai une application, alors je crée une application Android en Java qui, par des couches intermédiaires avec JNI, va ouvrir le device et récupérer la température et l'afficher dans un label, quoi. Ça, si vous faites ça sur Android, en standard, bah l'accès au fichier devtemper0 est interdit. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez assigner le fichier, le device node, à un type hein, qu'on a appelé TTY-device. Bon, j'ai mis en bleu la partie importante. Et puis, vous devez autoriser les applications Java dites untrusted. En gros, ces applications Java ajoutées. Vous pouvez dire, vous devez dire, elles ont le droit de lire ce device. Alors, pour le coup, c'est un capteur de température, donc bon, en général, on ne peut que le lire. Donc, vous mettez une ligne de commande. Alors ça, c'est dans un fichier qui s'appelle file context. Et ça, c'est dans un fichier qui est un fichier .te. Donc, vous dites, j'autorise les untrusted apps TTY device en lecture. Donc, c'est très complexe. Et pourtant, Android utilise un sous-ensemble de SE Linux. C'est quand même assez complexe.
La configuration par défaut, elle n'autorise pas grand-chose. Donc, si vous voulez sortir des clous, il faut faire pas mal de choses. Alors là, j'ai mis à la fin Zygote. Alors Zygote, en fait, c'est un processus Android qui démarre les applications. Donc pour chaque application, on crée une instance de VM en Dalvik ou ART, suivant les versions d'Android, dans laquelle on va exécuter une application. Donc chaque application a son instance de machine virtuelle et donc son contexte de sécurité. Et ça, c'est Zygote qui fait ça en fonction de la configuration SE Linux. Donc on peut, dans une image engineering, on peut désactiver SE Linux pour faire des tests. Vous avez une commande qui s'appelle set-enforce, une commande shell. Vous faites set-enforce 0 et vous désactivez SE Linux. Mais ça, vous ne l'avez que si vous êtes dans une construction engineering. Évidemment, sur un téléphone, vous ne l'avez pas. Enfin, sauf si vous mettez ça sur votre téléphone. Ça, c'est une autre solution. Non, alors, c'est pas ça. Voilà. Alors, en conclusion, vous avez un très haut niveau de sécurité avec Android. On peut avoir le même avec Linux. On peut installer, par exemple, AGL, ils utilisent SMAC. Je ne sais pas s'ils ont pas. Oui, je crois qu'ils utilisent toujours SMAC, qui est une version un peu plus simple que SE Linux. Mais il faut le configurer. Avec Android, c'est déjà fait. Voilà, ça c'est l'avantage. Un autre sujet, c'est tout ce qui est source et build system. Alors, vous savez bien ce que sont que des sources, sinon vous ne seriez pas là, je suppose. Mais un build system, c'est un outil qui va être utilisé pour produire une image d'OS. Soit Linux, soit Android. En gros, en général, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a un bootloader, un kernel et un root file system. Voire plus. Dans Android, on n'a pas que ça. On a aussi un root file system, un file system avec des datas, etc. Bon, bref. Dans l'écosystème Linux, vous avez de nombreux outils dont on a déjà parlé ce matin, plus moi j'en ai déjà parlé, comme Yocto ou Buildroot. Ces outils, ils ne fournissent pas les sources, ils fournissent ce qu'on appelle des recettes. Alors une recette, c'est comme une recette de cuisine. Ça vous décrit quels sont les composants nécessaires pour fabriquer un package binaire et comment on fabrique ce package binaire. Typiquement, vous dites les sources, elles sont sur tel dépôt Git. Les sources, elles utilisent AutoTools, CMake ou c'est un module kernel ou je ne sais quoi, avec des classes. Et en fonction de ça, le build system, il va créer un package binaire qu'il va installer dans l'image. Et donc, dans Yocto, en tout cas, l'image, elle est constituée de packages qui vont être installés ou pas sur la cible, mais qui seront en tout cas installés, disponibles dans le build system. Donc, suivant les options, on pourra les mettre sur la cible, donc avoir un système de package pour tous les composants ou pas. Alors tout ça, c'est totalement collaboratif. Yocto, Buildroot, il y en a d'autres, il y a PTXDist, etc. C'est totalement open source et collaboratif. Yocto, c'est même un projet officiel de la Fondation Linux qui est utilisé par la plupart des fabricants de hardware. Quand vous récupérez un BSP Linux, le plus souvent, c'est du Yocto. C'est totalement différent pour Android, parce que Android et donc AOSP, ils ont à son propre build system qui a été créé par Google, dans son coin, comme beaucoup de choses créées par Google. C'est pas du tout collaboratif, c'est assez compliqué à configurer. Ça marche par fichier de configuration. Alors vous allez me dire, Yocto aussi, ça marche par fichier, mais là c'est vraiment, on va éditer des fichiers, des entêtes.h, des choses comme ça. Ça a une certaine logique, puisque en fait, au départ, Android c'est fait, ce build system, il est fait pour créer une ROM, ce qu'on appelle une ROM de téléphone. Et une ROM de téléphone, voilà, on la modifie pas. Sinon, on n'appellera pas ça une ROM. Ça inclut également, grosse différence avec Yocto, ça inclut également tous les sources, des binaires, les compilateurs croisés, des choses comme ça. Et dans la partie système, il n'y a pas de package management. On peut installer des applications Java, bien sûr, vous installez, désinstallez des applications Java sur votre téléphone ou sur votre device, mais c'est uniquement pour les applications Java. Il n'y a pas de système de package pour Toybox, pour les composants standards, fournis par AOSP. Et de ce fait, les sources d'AOSP, ils sont énormes. C'est aujourd'hui, alors avec Android 10, j'ai pas mesuré avec Android 11, c'était presque 90 gigas. D'ailleurs, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que quand on compile AOSP, on doit télécharger les sources.
avec un outil particulier qui s'appelle Repos. Je crois que j'en parle peut-être après. Et si vous faites ça trop souvent, votre adresse IP, elle va être bannie par Google. Donc, il faut vraiment faire un miroir de vos sources. Si on veut travailler proprement avec Android, il faut faire un miroir des sources à OSP, parce que sinon, on a des soucis. On a des soucis. Toujours sur les sources, on peut pas, c'est tellement 90 gigas, c'est assez énorme, on peut pas gérer tout ça dans un simple dépôt Git. Et en gros, en fait, des sources à OSP, c'est un ensemble de plusieurs centaines, voire peut-être un millier aujourd'hui, je n'ai pas recompté, de dépôts Git qui sont agrégés et que l'on peut manipuler avec Repos. Il y a un autre sujet, un peu ennuyeux, mais ça, c'est pas forcément, c'est vrai y compris pour les téléphones, pas forcément lié au développement embarqué. C'est que là, les versions d'Android, elles sont largement fragmentées. Alors, qu'est-ce que ça veut dire fragmenté? Ça veut dire que quand une version d'Android sort, c'est pas du tout pareil qu'avec Yocto, où on a la notion de mainlining. Dans Android, il y a du mainlining, mais il est assez faible. En gros, la OSP qui est fournie, la dernière version, elle va fonctionner sur les devices qui sont fournis par Google, c'est-à-dire les pixels, quelques cartes, et encore, il y en a très peu. Mais c'est majoritairement les périphériques Google, Pixel 3, Pixel 4 et compagnie. Donc, le problème, c'est que si vous avez un device qui est fait par un constructeur, il va pas forcément utiliser la dernière version d'Android. On peut acheter, si on achète un téléphone très bas de gamme, on peut avoir un Android 7, voire pire, un Android 6, des Android 8, et c'est très rare d'avoir des Android 10 ou 11 sur des téléphones. Alors si, chez Samsung, oui, mais c'est extrêmement morcelé, et c'est pareil pour les versions d'AOSP, parce que quand vous avez une version d'AO, vous avez l'AOSP standard, qui est dans source.android.com, et après les BSP, c'est des forks en fait de cet AOSP dans lequel le constructeur a adapté le noyau, éventuellement a fait des modifications sur le framework, etc. Puisque on peut télécharger les sources, on peut faire ce qu'on veut après. Et il n'y a pas de, comme c'est pas collaboratif, il n'y a pas de retour des constructeurs sur telle ou telle modification de AOSP. Alors c'est tellement gênant cette histoire, donc vous pouvez avoir un schéma ici, on voit un schéma avec un camembert et on voit qu'à l'époque, donc c'était en mai 2019, le système Oreo, il était à 28%, le système Pi, il était à 10%, et vous voyez, on avait encore des versions 6 qui étaient à 17%. Alors ça ennuie pas mal Google au point qu'ils ont enlevé ce graphique depuis 2019. Depuis mai 2019, il est plus disponible chez Google. Comme ça, on ne sait pas en fait, puisque c'est plus disponible. Donc ça, c'est un petit peu ennuyeux en fait. C'est un petit peu ennuyeux. Donc concrètement, là, c'est sans appel. Le côté source et build system, c'est beaucoup, beaucoup mieux avec Linux. Enfin, si on considère du développement embarqué. Après, si vous voulez faire de la ROM de téléphone, c'est un autre sujet. Mais pour moi, c'est pas vraiment du système embarqué, la ROM de téléphone. Alors, outils de développement, autre rubrique. De nouveau, tout ce qui est outils de développement, à part ceux qui sont importés du monde de l'open source, il y en a quelques-uns, ils sont développés par Google. Donc, de nouveau, on dit behind the doors. Mais c'est une approche propriétaire, parce que la différence entre un Android Studio et un Microsoft Visual C++, elle est quand même assez faible. Donc, j'ai repris le concept La cathédrale et le bazar, qui est un concept de Eric Raymond, là, au début de l'époque open source, à la fin des années 90. Donc, ces outils de développement, ils sont clairement identifiés, ils sont très bien documentés, il y a beaucoup de choses pour la partie application. Android Studio, c'est un super outil. Alors moi, je suis pas super fan de développement d'appli, j'y connais pas grand-chose, mais tout le monde dit que c'est un très bon outil, même s'il est assez complexe. Par contre, tout ce qui est système et tout ce qui est documentation interne, c'est extrêmement pauvre, il n'y a pas grand-chose. Si vous voulez porter Android sur un device, vous allez vous appuyer sur j'appellerai même pas ça une communauté, parce que je sais pas si on peut vraiment appeler ça une communauté. Vous allez vous baser sur l'expérience de gens qui ont travaillé sur des sujets annexes, identiques ou pas.
C'est pas du tout comme dans Linux. Donc dans Linux, Linux c'est le bazar, dans le bon sens du terme. Il y a beaucoup d'outils, peut-être trop. J'ai un souvenir du temps d'OpenWide, un grand constructeur de matériel français nous avait demandé une étude sur la comparaison des outils d'analyse mémoire. Vous savez, pour les trucs comme Valgrind. Je crois qu'il y avait à l'époque, on avait analysé 50 outils. Il y avait une cinquantaine d'outils rien que pour vérifier les fuites de mémoire. Bon, forcément, il y en a qui étaient bien, mais d'autres moins. Il y a plusieurs IDE, je ne dirais pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a plusieurs. Il y a Eclipse, il y a Qt Creator, etc. On peut utiliser des outils en mode texte. Alors, ce que font les gens, la plupart, les outils en mode texte, ils sont communs. Par exemple, une toolchain, vous pouvez l'utiliser n'importe où. Et on peut l'importer dans Buildroot, on peut l'utiliser directement, on peut l'importer dans Yocto. On peut coller dessus la GUI que l'on veut, on peut faire du GDB avec Emacs. Moi, je fais ça parce que c'est historique. Il y a plein de choses. Il y a des interfaces graphiques pour les débuggers, bref. Mais aujourd'hui, alors il y a un point positif quand même sur ce côté du Linux, c'est que les documentations des projets majeurs d'aujourd'hui, surtout des projets de la Fondation Linux, ils sont quand même vachement bien documentés par rapport à il y a quelques années. Moi qui ai connu les débuts de l'open source, Yocto, enfin OpenEmbedded, avant que ça ne soit Yocto, il n'y avait pas de doc, quoi. Donc un produit qui n'a pas de doc, c'est pas un produit. Bon, là, ça s'améliore. La doc de Yocto est vraiment bien foutue, quoi. Donc, en conclusion, il est clair que les gens qui s'attendent à avoir un outil de développement fignolé avec, pareil, à la Microsoft ou équivalent, ou à la Workbench de WinRiver, ils vont préférer les outils Android parce que on les installe, on a la doc et on développe, quoi. C'est parti. Alors c'est énorme, c'est opaque, mais ça s'installe facilement, ça fonctionne bien. Si vous voulez travailler avec Linux, il faut connaître. Installer Yocto, c'est pas forcément très simple, l'utiliser, générer son SDK, il y a des formations pour ça, donc c'est pas pour rien. Après, vous avez sous Linux, vous avez des versions pas propriétaires, mais versions commerciales qui sont basées sur Yocto, comme WinRiver, Android Workbench, enfin pas Android, mais Workbench tout court, c'est basé sur Yocto. Donc là, vous allez avoir une belle interface graphique, du support et tout. Mais si vous restez sur le Linux open source, sur les outils open source, il faut avoir quelques compétences. Un autre sujet, alors on va quitter un peu le monde de la technique, c'est tout ce qui est problème lié à la vente de produits. La plupart des gens, en général, quand ils font des produits, c'est pour les vendre. On en est encore là. Côté Linux, j'ai déjà évoqué ça tout à l'heure dans la partie licence. Pour moi, la partie licence et tout ce qui est brevet et propriété intellectuelle, alors je suis pas un expert de nouveau, et demandez à Benjamin ou à sa société, il pourra vous aider, InnoCube. C'est pour moi le seul problème commercial lié au monde de Linux. La GPL, elle est basée sur le copyleft. Le copyleft, ça veut dire que quand vous fournissez du binaire, vous devez publier les sources correspondantes à ce binaire pour les parties GPL et LGPL. Deuxième point, si vous utilisez la GPL et le GPL V3, en plus de fournir les sources, vous devez fournir le moyen à l'utilisateur final. Alors, c'est uniquement pour les produits user product, donc c'est tout ce qui est B2C. Vous devez fournir les moyens, donc que ce soit de la doc, que ce soit les outils, voire des clés, des choses comme ça, pour qu'ils puissent mettre à jour les composants qui sont sous GPL ou LGPL V3. Donc ça, c'est un vrai problème. Par exemple, avec la version LGPL de Qt. C'est pour ça que Qt vous dit, achetez la version pro et vous n'aurez pas de problème. C'est de bonne guerre, il faut bien que Qt paye ses développeurs, mais c'est tout à fait normal. Mais c'est quand même un sujet. À chaque conférence sur Linux embarqué, entre autres, il y a des confs là-dessus, quoi. À chaque meeting, il y a des confs là-dessus. Et dernier point, ça c'est vrai aussi dans les téléphones Android, vous devez fournir une interface qui permet d'afficher les licences open source. Alors, si vous avez un téléphone Android, vous allez dans Settings et vous avez un truc Legal Information ou quelque chose comme ça, dans lequel c'est une page HTML et vous avez le pointeur vers les licences open source. Alors, dans le cas d'Android, comme je vous ai dit, il y a pas trop de problèmes au niveau développement avec les licences, enfin, façon de parler. Mais par contre, il y a énormément de problèmes
par rapport à la certification des devices. Alors certes, il n'est pas obligatoire de certifier un device. Vous faites un device Android, vous prenez les sources AOSP, vous pouvez même télécharger des drivers binaires, hein, vous avez une page qui permet de faire ça, si c'est nécessaire. Alors les drivers binaires, c'est pour les GPU et autres. Mais par contre, si vous voulez utiliser la marque Android et surtout le Google Mobile Service, c'est-à-dire le store, si vous faites un téléphone ou quelque chose comme ça, vous êtes obligé de certifier votre device. Donc ça c'est. Par contre, si vous faites un device industriel, vous pouvez prendre AOSP, vous compilez, vous dites pas que c'est Android et personne ne vous demandera rien, y compris Google. Si vous voulez le certifier, c'est long et ça coûte cher. Vous avez un énorme document qui s'appelle Android Compatibility Definition Document, le CDD, que vous devez vous palucher. C'est un peu indigeste, on va dire. Vous avez beaucoup de tests automatiques et de tests manuels à passer, donc le CTS, le VTS, le STS. Donc, c'est Compatibility Test 8. Pour la partie vendor, là, c'est la VTS. Pour la partie sécurité, c'est la STS. Et tous ces tests, bien entendu, vous les faites en interne. Ça va vous générer des résultats sous forme de HTML, enfin de tableau. Et ça doit être rejoué par une compagnie qui va être approuvée par Google. C'est-à-dire, c'est pas Google qui va. Alors, il faut d'abord avoir un contact avec Google et Google va vous renvoyer sur un laboratoire en fait qui va vérifier vos tests. Et le plus grave, le plus grave, c'est que Google finalement va vous dire oui ou non. Mais voilà, si vous disent non, eh bien, ils vont pas vous dire non parce que, enfin si, ils vont vous dire parce que, mais c'est pas comme vous pouvez pas faire appel quoi. Hein, c'est comme ça, c'est non et c'est non. Genre c'est non parce que de toute façon vous n'allez pas vendre assez de devices et ça nous intéresse pas. C'est non parce que bah non, votre truc il a pas assez de RAM, on considère que ça va pas bien fonctionner, donc bah non, on veut pas. C'est pareil pour les licences. Si vous voulez développer autour de l'automotive, par exemple autour d'Android Auto, il vous faut une licence pour le SDK Android Auto, ça c'est pas du tout open source. Ben, si vous fabriquez pas 3 millions de bagnoles ou de devices, comment on appelle ça, si vous n'êtes pas équipementier de renom, ben vous aurez du mal à avoir une licence. Vous aurez du mal à ce que Google s'intéresse à vous, quoi, tout bête. Donc ça c'est un vrai problème d'Android. J'ai pas mis de conclusion. Flûte. Là j'ai oublié. Elle est passée à l'as. Ben, en gros, vous avez beaucoup plus de problèmes commerciaux avec Google qu'avec Android, qu'avec Linux. J'ai oublié un slide. Sauf s'il est passé après, mais non, je crois pas. Un autre point, le slide, il disait juste que sur Linux, c'est plus facile. C'est tout ce qui est écosystème et communauté. Alors, ça peut être communauté au sens au pluriel, d'ailleurs. Alors, il y a un écosystème Android. Alors, ça dépend de ce qu'on appelle écosystème. Il y a un énorme écosystème Android. En gros, l'écosystème, c'est qui? C'est les utilisateurs finaux. C'est les milliards de devices Android avec les fabricants de hardware, les fabricants, ceux qui l'intègrent, tout le monde de l'automotive, qui quand même ont adopté Android, vont l'adopter de manière non négligeable, du moins dans le futur. Ceci dit, il y a déjà beaucoup d'automobiles qui sont équipées d'Android Auto, déjà, dans un display. Il y a un écosystème assez important sur les applications, même si la plupart sont propriétaires, il y a quand même pas mal de gens, donc des applications et les développeurs, quand même pas mal de gens qui discutent autour de ces sujets. C'est pas vraiment une communauté au sens, c'est l'idée par Google, parce que Google, ils s'en foutent, hein, ils veulent juste récupérer des royalties. Mais il y a des choses. Hein. On trouve des gens qui discutent comment programmer ça ou ça, etc. Quoi. Donc c'est une forme d'écosystème par rapport à ça. Et il faut savoir que Google, contrairement à ce qu'ils disent, et bon, ils le disent pas très fort, hein, ils n'acceptent pas de contributions externes. Enfin, c'est pas comme les projets open source Linux. Voilà. Donc il n'y a pas de communauté. Il n'y a pas de projet externe, pas de communauté. Contrairement à ça, Linux, il a des écosystèmes, un écosystème qui est riche, hein, avec des contributeurs
des fournisseurs, des utilisateurs, des fabricants de hardware, c'est quelque chose qui est beaucoup plus riche, surtout du fait des contributeurs. Et les communautés, c'est le cœur du monde open source. Je me suis amusé à faire un petit cœur. C'est vraiment le cœur du monde Linux. S'il n'y a pas les communautés, il n'y a pas de monde Linux. Donc Linux, il est supporté par des fondations, enfin il est soutenu par des fondations. Il y a Linux, la fondation Linux, bien sûr, j'en ai déjà parlé, la fondation Apache, la fondation Eclipse. Vous avez des gens comme autour de la communauté, enfin de l'écosystème ARM, Linaro, des gens comme ça, qui sont. C'est pas vraiment des fondations, mais c'est des gens qui travaillent dans la même direction pour plusieurs acteurs. Et puis, vous avez des projets majeurs, j'en ai déjà parlé, Yocto, PreemptRT, Xenomai, plein d'autres. Là, je parle de ceux que je connais, mais il y en a énormément. Apache, entre autres. Donc, pour tout ce qui est écosystème et communauté, clairement, côté Android, à part la communauté, vaguement, communauté des développeurs et puis les clients, il y a en fait, ils ont des clients, Google. Ils font comme Microsoft, pour ça. Google, en fait, Microsoft a quasiment arrêté de faire des systèmes embarqués. Windows CE, c'est plus trop à la mode. Et la place de Windows CE, elle a été prise par Android. C'est à peu près la même chose. C'est des systèmes avec des interfaces graphiques. Voilà quoi. Alors il y a des exceptions. Là, j'ai vu là où je suis là sur un marché au fin fond du Languedoc, il y avait une balance qui tournait sous Ubuntu. Elle rebootait, donc j'ai même pas eu le temps de faire la photo, mais c'était sous Ubuntu. Ça arrive, mais c'est pas fréquent. Et par contre, travailler dans GNU Linux en dehors des communautés, pour moi, c'est totalement impossible. Si on adopte une démarche de propriétaire, enfin d'utilisation du propriétaire avec un monde Linux, ça n'a pas de sens. Donc il faut pouvoir contribuer, il faut pouvoir le plus possible essayer d'utiliser des versions mainline, etc. On va s'approcher bientôt. Ouais, c'est bon, 4h19, ça va. Je vais regarder s'il n'y a pas. Non, il n'y a rien. Ouais, il y a rien, j'ai vu des caisses, mais oui, bien sûr, sous Linux. Il y en a, ça arrive, à l'aéroport de Toulouse, il y avait les panneaux d'affichage, ils étaient sous Linux. Les trucs qui s'affichent les vols. Ça arrive. Alors au niveau des tendances et du marché, bon, assez rapidement, parce que je suis pas un homme, je suis un technicien, donc c'est pas trop mon sujet, mais aujourd'hui, là, si on regarde, il y a des stats qui sont assez récentes. En gros, c'est 72% du marché des smartphones, c'est Android. Mais iOS, il est à 28%. Il était à 18% en 2016. Alors, c'est aussi parce qu'il y avait pas mal de concurrents à l'époque qui sont complètement dégagés, quoi. Je crois que Microsoft, ils ont à 0, quelque chose pour cent aujourd'hui. Bon, ils n'existent plus, quoi. Donc, c'est 72% quand même. Par contre, bon, ça, c'est le smartphone, c'est pas un sujet parce qu'on sait que la messe est dite. Par contre, Android, il sera présent dans l'automotive. C'est vraiment un sujet dans lequel, nous, les contacts qu'on a pour des formations, des choses comme ça, c'est beaucoup. Alors, à l'automotive, ça va très bien en ce moment, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'automotive. Mais ce sera plutôt pour 2021 ou plus. Bon, pourquoi? Parce que dans l'automotive, c'est un marché, c'est un des marchés grand public de l'IoT. C'est-à-dire que pour l'utilisateur final, honnêtement, si on met de côté l'anti-GAFAM, honnêtement, Google, alors nous, on utilise G Suite chez Smile, c'est un super outil. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais ça fonctionne vraiment très bien. Pour l'utilisateur final, le gars qui veut pas s'embêter, qui monte dans sa voiture et qui retrouve les trucs qu'il a achetés il y a 15 jours, c'est pratique. Alors après, il y a le côté, les données, les machins, la philosophie. Mais bon, pour l'utilisateur normal, c'est quand même pas mal. Il y a un autre sujet, c'est qu'il y a des projets Android, des projets Linux, autour de l'automotive, citons Genivi et AGL, et qui sont, de fait, ils sont concurrents, parce qu'il y a deux projets. Il y a Genivi et AGL. Genivi, ce n'est pas super dynamique, je ne sais pas où ils en sont. AGL, ça commence à avoir sa petite célébrité, en particulier au niveau de chez Toyota. C'est pas mal utilisé chez Toyota. Bon, comme je vous l'ai dit, le monde de l'automobile, c'est comme le monde des télécoms, c'est pas vraiment open source friendly, donc ça les arrange.
Et puis, il y a des partenariats avec General Motors, PSA, Renault, Nissan, etc., etc., quoi. Ça avance. Ça avance. Il y avait un trou, hein, la nature aime pas le vide, hein, donc il y avait un trou parce que Geneviève AGL, il rame un peu, ben, Google, il s'est engouffré dans le trou. Et les constructeurs, ils retrouvent une approche comme on a avec QNX, hein, qui est aujourd'hui très, très implantée dans le monde de l'automobile, puisqu'ils ont perdu le monde des téléphones. Ben, c'est à peu près la même approche, quoi. C'est du propriétaire avec repeint avec un peu d'open source. Donc ça va pas déstabiliser les clients, quoi, en gros, et les constructeurs surtout. Par contre, dans le monde industriel, bah le coup Android va tuer GNU Linux, qu'on pouvait se poser la question il y a quelques années, hein, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a cette histoire de fragmentation dans les BSP au niveau des versions. La certification et tout ce qui est licensing. Ça, c'est pas simple. Le fait que c'est pas vraiment de l'embarquer comme on l'entend, hein, y a pas, alors ça, c'est pas forcément très important, mais ça intéresse quelques personnes. Le fait d'avoir un support temps réel. Alors, moi, j'avais fait des manips pour faire du support temps réel avec Android, mais bon, c'était pour rigoler. Parce que le temps réel, c'est au niveau du kernel. Donc, pourquoi pas avoir un kernel Xenomai avec Android? Mais bon, ça intéresse pas grand monde. Et puis, il y a aussi le syndrome GAFA, quoi. Enfin, GAFAM. Ah, les gens, ils n'ont pas forcément envie. Alors, ça, c'est bien pour les utilisateurs, mais ils n'ont pas forcément envie de rentrer dans ce schéma du Google partout, quoi. Voilà, voilà. Allez. Donc, au niveau des conclusions, GNU Linux est toujours un leader dans les projets industriels. On est là pour le savoir. On est bien placé pour le savoir. Il y a pas mal de... Logiquement, Android a pris des parts de marché dans les projets multimédia. Hein, de plus en plus de box sont sous Android. Android TV, parce que tous les frameworks sont là, alors que si vous faites ça avec Linux, c'est plus compliqué, quoi. Mais c'est bien d'avoir le choix. Moi, je trouve ça vraiment bien d'avoir le choix. Alors, une conclusion générale, on s'approche de la fin. Android, c'est pas vraiment un OS open source. Hein, tout est développé chez Google. C'est très, très difficile à adapter. Croyez-moi, on en a fait des adaptations. Il y a très peu de documentation OSP. Il y a très, très peu d'experts. Vraiment très peu. Hein, comme en France, comme disait l'autre, on les compte sur les doigts de la main de Django Reinhardt, hein, les experts Android. Donc, c'est très, très rare. Même, non, vraiment rare. Il y a quand même pas mal de problèmes légaux. Alors, problèmes légaux, commerciaux, certification, les licences Google pour certains composants. Ah, pareil, pour avoir GMS, il vous faut une licence. Et je peux vous dire que la discussion, elle est rude. Hein, si vous vous appelez pas Samsung, et encore. Par contre, il y a un très bon niveau de sécurité. Là, le côté GUI, clairement, est beaucoup plus simple qu'avec Linux parce que c'est une obligation. Donc, tout le monde fait du graphique avec Android. Les outils sont là, tout est basé sur des applis. Si vous voulez faire du graphique avec Linux, certes, vous avez Qt, c'est très bien Qt, mais bon, c'est un truc à rajouter. C'est beaucoup plus. Il y a un écosystème qui est beaucoup plus réduit que dans les développeurs Android applicatifs, quoi. Donc, un projet Android, ça coûte super cher. Je ne dis pas qu'un projet Linux, ça coûte rien, mais vous devez vraiment l'estimer et tout compter. Nous, on a eu des clients qui ont eu de très mauvaises surprises. Typiquement, Google, ils vont pas certifier si vous avez une version qui est trop ancienne. Si votre délai de développement est dépassé, vous voulez certifier votre version, ils vous disent ah ben non, il faut passer à la suivante parce que nous, on ne va pas certifier la version N-2. Et là, il faut tout refaire. Enfin, il faut tout refaire sur une nouvelle distribution. Enfin, une nouvelle version d'Android. Ça, c'est compliqué. Bon, et puis, il y a un truc, par contre, Android, ils ont ce que je vous ai dit tout à l'heure, tout le monde a un smartphone. Y compris votre patron, il a un smartphone. Donc, il veut avoir un device, il dit, ah ben tiens, ça ressemble dans ma voiture, je vais avoir la même chose que sur mon téléphone, ou sur mon frigo, ou je sais pas quoi, j'aurai une interface Android, c'est bien, non? Allez, je connais. Alors que vous lui dites, je vais faire du Linux avec une interface graphique, machin ou truc, il va vous dire, ouais, bon. Alors, j'ai fait une petite synthèse.
J'ai fait ça. Alors, avec Google Slide, on peut faire on peut mettre, enfin, il n'y a pas qu'avec Google Slide, mais je trouvais ça rigolo. Donc, j'ai fait deux colonnes. Donc, quand le petit bonhomme est neutre, ça veut dire que bon, il y a pas vraiment de débat, quoi. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Pour tout ce qui est licence, de mon point de vue, c'est plus simple avec Android parce que, bah, comme c'est pseudo-propriétaire, je me mets du point de vue pas du fan de l'open source, hein, mais de l'industriel, quoi. C'est un peu plus compliqué à gérer chez GNU Linux, et tant mieux pour nos amis de Innocube. Pareil, au niveau architecture, bon, voilà, quoi, ça se ressemble. La sécurité, bah, là, bravo à nos amis de Google, hein, ils ont bien fait leur truc. Sur Linux, il faut faire des choses. Alors là, les sources et le build system, il y a des choses à dire. Puis moi, j'aime bien Octo, alors j'aime bien un petit bonhomme. Enfin, j'aime bien Buildroot aussi. Les outils de développement, clairement, c'est mieux côté Android parce que c'est des outils clairement identifiés. Bon, sous Linux, c'est pas mal, mais bon. Problèmes commerciaux, bien entendu, je vous les ai décrits. Bon, j'ai peut-être été assez généreux en mettant un petit bonhomme qui sourit, mais bon. On n'a pas trop de problèmes commerciaux avec le monde Linux. Bon, l'écosystème, il y a des trucs, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est vraiment le top avec Linux, hein, c'est ça. Bon, et puis pareil, les tendances et les marchés. Aujourd'hui, chacun est sur son marché, donc bon. Voilà, donc je vous remercie, merci de m'avoir écouté.